Et après avoir regardé les relations vraiment entre le Canada et les États-Unis, on va essayer de comprendre l'effet du sommet sur les relations entre le Canada et certains autres partenaires du G7. On le fait avec Louis Bélanger, professeur titulaire de sciences politiques à l'Université de Laval et spécialiste des relations internationales. Monsieur Bélanger, bonsoir. Bonsoir, M. Authier. Merci de me recevoir. Ça fait plaisir. Les membres du G7 se sont entendus sur certains dossiers. Intelligence artificielle, technologie quantique, trafic de migrants, répression transnationale. Ils ont aussi mis sur pied un plan d'action sur les minéraux critiques, qui on sait est vraiment important en ce moment. La charte des feux de forêt de Kananaskis aussi a été entérinée. Malgré l'absence de communiqué, vous, est-ce que vous y voyez un succès? Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que Mme Finlay vous a dit il y a un instant. J'irais même plus loin. Je crois que il y avait de fortes raisons de craindre le pire pendant ce sommet, en raison du caractère intempestif là, du président Trump et en raison de la variété là, de sujets conflictuels sur la table entre lui et les partenaires du G7. Donc, dans les circonstances, on pouvait craindre le pire. On pouvait, à la limite, anticiper une réaction de M. Trump qui aurait mis fin au sommet ou qui se serait retiré ou aurait retiré les États-Unis du système G7. Donc, dans les circonstances, le fait que le sommet se soit tenu, le fait que M. Trump ait participé au sommet, même s'il l'a quitté plus tôt, c'est en soi un succès. Et peut-être que même le fait qu'il soit parti un peu plus tôt a probablement aidé M. Carney, parce que pendant le court moment où M. Trump a été au sommet, tant par son comportement que par ses propos, là, on sentait qu'il n'était pas du tout prêt à faire des compromis et à se laisser mettre dans des positions qui l'aurait mis mal à l'aise ou inconfortable. Donc, en fait, tout ça a probablement joué en faveur de Monsieur Carney et en faveur du G7 lui-même. Là, maintenant, on a passé à travers cette épreuve-là. On va se revoir l'année prochaine, mais comme je le disais à l'instant, moi, je craignais le pire là, pour ce sommet. Et je suis rassuré. Je suis absolument certain que M. Carney aussi l'est. Il va pouvoir pousser un soupir de soulagement. Il y a quelque chose d'intéressant que vous avez dit, je veux quand même le souligner. Donald Trump est parti, mais il n'a pas retiré les États-Unis des négociations. Il y a quand même plusieurs membres de la délégation américaine qui sont restés sur place et je crois que c'est quand même une subtilité. On pense toujours au chef, mais contrairement à ce qu'on a pu voir peut-être à Québec, c'était pas un claquement de porte là, ce qu'on a vu. Oui, ici, il y a deux choses qui sont très importantes. Vous avez tout à fait raison. Premièrement, le siège américain n'est pas demeuré vide. C'est M. Bessent, qui est le secrétaire au Trésor américain, qui a remplacé M. Trump pendant la portion du sommet où M. Trump a quitté d'une part. Et d'autre part, M. Trump s'est, sauf pour ce qui est de la question là, du communiqué final, mais s'est plié et a accepté que les Américains se plient au système, au décorum G7, là, ce qui n'était pas du tout évident. Et là-dessus, il faut féliciter M. Carney, qui a très bien joué le jeu. Et il y a eu des moments assez intéressants pendant la durée du sommet, où M. Trump a essayé de profiter de toutes sortes de moments à la fin de la rencontre avec M. Carney, à la fin de la prise de photos officielle, pour un peu faire dérailler à son avantage le protocole du sommet en prenant des questions des journalistes. Et M. Carney, à chaque fois, a joué parfaitement son rôle d'hôte du sommet, a pris le contrôle de la situation, a imposé à M. Trump de se taire, ce qui n'est pas habituel. Ce n'est pas donné à tous. Pas tout à fait. Et ça a finalement passé, ça s'est bien déroulé. Mais encore une fois, si M. Trump était demeuré une journée de plus, est-ce que vraiment les choses se seraient aussi bien passées? M. Trump déteste le format des G7. Quand vous participez à une réunion du G7, vous vous asseyez à table, vous êtes un parmi les 7, vous n'êtes pas le président de séance.
ça vous échappe. Vous parlez quand on vous donne le droit de parler. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est pas du tout un format avec lequel M. Trump est à l'aise. Mais je veux justement vous entendre là-dessus parce que ça, c'est intéressant. Mark Carney a eu une quinzaine de rencontres bilatérales. Il y a eu tellement de rencontres bilatérales que c'est presque ça qui était le cœur, finalement, du sommet, non pas ces grandes rencontres multilatérales que Donald Trump, bon, comme vous semblez dire, ne semble pas apprécier particulièrement. Qu'est-ce que ça dit sur la dynamique et le rôle du G7, ces rencontres-là? Il faut faire attention. On en parle moins, mais ces rencontres-là à 7 et ensuite en fin de sommet avec les pays invités, elles ont lieu. Elles sont programmées. Elles ne sont pas publiques. Et elles sont beaucoup moins l'occasion de discussions dans la presse, etc. Mais tous les points, et enfin toute la segmentation et toute l'organisation et tout l'horaire normal d'un G7 a été respecté. Évidemment, ça implique, comme vous l'avez dit, des rencontres bilatérales. Il y en a, et ce sommet-ci n'a pas fait exception, n'était pas particulier sous ce rapport-là. Ça existe dans tous les sommets, G7, G20, Sommet des Amériques, etc. Donc, c'est une pratique tout à fait régulière. Mais le temps occupé par ces réunions-là n'a pas empiété cette fois-ci sur les rencontres à 7. Ce sont des rencontres, cependant, encore une fois, qui se font à huis clos et qui sont beaucoup moins l'occasion de discussions dans la presse. Et je crois que après le départ de M. Trump, la dynamique de ces rencontres-là a profondément changé, j'imagine. Évidemment, je n'étais pas là, je ne peux pas, j'imagine. Et je crois que M. Carney a très bien joué. Après le départ de Trump, toute la dynamique changeait. Donc, jusqu'à ce que Trump quitte, pour M. Carney, l'essentiel, c'était Trump. Et c'était de faire en sorte, comme je le disais tout à l'heure, qu'on réussisse quand même à maintenir la présence américaine dans le système du sommet et éviter que le pire ne se produise. Mais dès que M. Trump est parti, là, selon moi, la stratégie a complètement changé pour le Canada. C'est-à-dire que là, c'était M. Carney qui, là, devait, si on veut, remplir un de ses objectifs principaux, qui est de positionner le Canada comme étant un des animateurs ou un des leaders d'une espèce de nouvelle coalition de like-minded countries, qui est supposé être d'ailleurs ce que le G7 doit être, mais en réaction à M. Trump. Et il semblerait, pour les quelques déclarations que nous avons eues de M. Macron, par exemple, que M. Carney s'est véritablement imposé dans ce rôle-là et qu'il a été apprécié par ses homologues à partir de ce moment-là. Parce qu'il est clair que, bon, comme je le disais tout à l'heure, même si M. Bessent a occupé le siège américain, bien évidemment, M. Bessent, pour ceux qui le connaissent, c'est pas quelqu'un qui va en imposer, c'est surtout pas quelqu'un qui va essayer de prétendre parler à la place de son patron. Non, il ne devrait pas. Ceux qui tentent de le faire finissent souvent par regretter leurs paroles. Mais je veux vous entendre là parce que le temps file. Il y a le président Volodymyr Zelensky qui s'est déplacé, qui lui voulait une rencontre avec Donald Trump. Il n'en a pas eu. Il n'y a pas eu de déclaration commune des membres du G7 en raison justement de l'opposition américaine. Mais Volodymyr Zelensky est reparti avec de l'aide militaire canadienne, un prêt aussi. Est-ce que l'Ukraine ressort gagnant ou c'est une occasion manquée, ce sommet de G7? Bien, c'est une occasion manquée, c'est une très grande déception. C'est-à-dire que si vous vous rappelez, il y a encore quelques semaines, on sentait que la patience de M. Trump à l'égard de M. Poutine s'abaissait, s'affaiblissait. Les Américains eux-mêmes parlaient de sanctions additionnelles. Et là, dès son arrivée au sommet, M. Trump est revenu sur ces questions-là, s'est dit extraordinairement dubitatif à l'égard de possibilités de nouvelles sanctions, a utilisé un langage à l'égard de M. Poutine proposant des choses aussi invraisemblables que de demander à M. Poutine de venir jouer un rôle de conciliateur dans le conflit entre Israël et l'Iran, ce qui est entre nous d'un ridicule absolu et qui est insultant pour l'Ukraine dans les circonstances. Donc, ceux qui avaient quelques espoirs avant le sommet de pouvoir ramener ou amener les Américains
de retour vers une position là, davantage pro-ukrainienne là, ont rapidement déchanté. Il est devenu très, très, très clair après quelques minutes là, de présence de M. Trump que ça ne serait pas possible. Donc, ça, c'est une énorme déception, mais peut-être que nos attentes là, étaient trop optimistes à cet égard-là. Et en fait, c'est fort dommage pour M. Zelensky, mais qui, quand même, a réussi à obtenir, il ne faut pas l'oublier, l'appui ferme des autres partenaires et a réussi aussi à obtenir un communiqué très ferme qui, si on veut, répète ou reprend ou est fidèle à la position traditionnelle du G7 lors d'un sommet précédent du G7 là, au niveau des ministres des Affaires étrangères à laquelle a participé M. Rubio. Et qu'il faut dire, et qui soutient un peu l'Ukraine face à la Russie. Donc, on s'en tire quand même pas si mal, mais ça aurait pu être mieux, ça aurait pu être pire d'après ce que je comprends de ce que vous me dites. Louis Bélanger, je rappelle que vous êtes professeur titulaire de sciences politiques à l'Université Laval et spécialiste de relations internationales. Merci d'avoir été avec nous. Ça me fait plaisir. Bonne soirée.